Bon, ben, merci. On va démarrer parce que le temps est compté. Donc, je vais, en tant que membre de l'ETIDOM, faire l'introduction de ce premier webinaire au titre de l'espace de réflexion éthique breton que nous travaillons dans ce groupe et que nous nous adressons à vous. Il y a un autre groupe qui s'appelle Ethicos, qui est plus consacré aux questions des établissements. Rapidement, pour que vous sachiez d'où je parle, moi, en tant que directrice, ancienne directrice de service à domicile, il m'a semblé qu'il était aussi important, voire plus important, d'aborder les questions éthiques qui se posaient au domicile, et ça dès 2004, en mettant en place un espace de réflexion éthique spécifique au domicile. Euh, on ne va pas voilà, donner plus d'importance à l'établissement ou au domicile, mais si vous vous retrouvez dans ce webinaire, c'est que probablement vous êtes directement ou de manière collaborative concernés par les questions éthiques qui se posent à domicile. Donc déjà, merci à tous et toutes d'être aussi présents, aussi nombreux, ce qui nous invite déjà à vous dire qu'il y aura d'autres webinaires et que les thématiques, c'est vous qui pouvez aussi les proposer, notamment en interaction dans le chat, de la même manière que pour vos questions, puisque vos micros vont être coupés pendant tout le temps des interventions. Merci aussi aux intervenants. Donc, va avoir une présentation d'une situation. Donc, merci déjà à la personne qui va présenter cette situation. Merci ensuite à Sylvie Moidon-Châtaignier qui, en tant que juriste, réagira à cette situation. Ensuite, Aline Corvol, en tant que médecin, réagira à cette situation. Ce qui me semble important à dire, c'est que dans les espaces de réflexion éthique, ou quand on utilise la démarche de réflexion éthique, on n'apporte pas de solution, mais les éclairages pluridisciplinaires et multiples permettent d'aborder le questionnement apporté par un professionnel ou une équipe professionnelle, voire par un usager, ça peut aussi arriver, de manière multiple, donc avec des éclairages disciplinaires. Là, effectivement, on a choisi de solliciter Sylvie Moidon-Châtaignier, qui fait aussi partie de l'EREAM, l'espace de réflexion éthique âge et mémoire que nous animons avec Aline aussi sur Rennes, parce que dans un espace de réflexion éthique, c'est important de savoir que dit le droit. Aline, en tant que médecin et spécialiste d'éthique, interviendra après, mais il n'est pas nécessaire d'être ni spécialiste d'éthique pour participer à cette réflexion collégiale, et ça n'est pas seulement l'apanage des médecins ou des juristes. Il y a des philosophes, il peut y avoir des personnalités de la société civile, des représentants cultuels, il peut y avoir, et surtout, il y a des professionnels de l'accompagnement et du soin, de l'aide à domicile à l'infirmière libérale, en passant par le médecin généraliste ou les aides-soignants. Donc, quand vous poserez une question, vous direz aussi d'où vous parlez, avec quelle fonction vous avez. Donc, pas de solution, une démarche donc d'analyse qui nous aide à regarder autrement chaque situation singulière. Des règles dans ce type de travail, le respect de la confidentialité, le non-jugement et le respect de la parole de chacun. Je pense que j'ai fait le tour. Aline, s'il y avait des choses que j'aurais oubliées, tu n'hésites pas à compléter. Juste un petit point technique, puisqu'on est très nombreux. Ce que je propose, c'est que tout le monde coupe sa caméra et qu'on laisse seulement l'intervenant avec sa caméra, comme ça on le verra en grand. Et puis, donc, les micros sont coupés. Je pense que c'est important qu'ils restent coupés, sauf la personne qui intervient. On vous demandera de poser les questions par écrit sur la discussion. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir. Donc là, on est 133. On va avoir du mal à réguler la parole sur 133 personnes. Par contre, si vous nous posez les questions par écrit dans la conversation, ça nous permettra de répondre. Donc là, on va enchaîner les interventions pendant une petite demi-heure. Mais vous inquiétez pas, on a gardé 20 bonnes minutes pour répondre aux questions. Donc, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Par contre,
on les prendra à la fin. Donc, je vais passer la parole à Madame Vadé, qui va se présenter, et puis c'est elle qui va présenter la situation, qui va introduire ce séminaire. Puis c'est donc Madame Moidon-Châtaignier qui se présentera et réagira par rapport à cette situation. J'interviendrai ensuite en gardant du temps pour la réponse aux questions. Voilà, donc je coupe ma caméra et mon micro et je... Bonjour à tous, donc je suis Valérie Vadet, je suis infirmière coordinatrice au CIS de l'UDEAC Communauté Bretagne Centre et je vais vous présenter la situation de Monsieur X. Monsieur X est âgé de 94 ans, il vit en couple avec son épouse âgée elle de 85 ans. Ils vivent depuis leur retraite dans une maison individuelle en centre-bourg, dans une commune rurale en centre-Bretagne, une maison familiale de monsieur. Ils ont vécu en région parisienne et travaillé sur Paris. Ils ont un fils qui réside et qui est toujours en activité en région parisienne. Il vient régulièrement chez ses parents et se rend disponible dès que besoin. Il communique très régulièrement et aisément avec les services, notamment par téléphone. Monsieur X est plutôt indépendant, évalué GIR4 en APA. Il présente surtout quelques troubles cognitifs à type de désorientation, surtout temporelle, date, jour, heure. Il est pris en soin uniquement par le SAD depuis 2019. Il marche sans aide. Les auxiliaires de vie l'aident seulement lors d'une douche hebdomadaire. Il peut se lever, se coucher, s'habiller et se déshabiller seul et faire sa toilette quotidienne seul. Il peut accompagner, aider à la préparation des repas et à l'entretien du logement. Son épouse, elle, est évaluée GIR2 en APA. Elle est prise en soin par le SAD et le SIAD depuis 2016. Les aides-soignantes interviennent 2 fois par jour, dimanche et jours fériés compris, pour l'aide à la toilette, les levées et coucher et les surveillances. Elle est mise au fauteuil pour la journée. Elle présente des troubles anxieux sans troubles mnésiques. Les auxiliaires de vie interviennent 3 fois par jour pour la préparation et l'aide au repas, l'entretien du logement et l'accompagnement. Elle porte un médaillon de téléassistance qu'elle sait utiliser. Une auxiliaire de vie indépendante, voisine du couple, intervient aussi pour les courses et en cas de besoin. Un frère de monsieur, qui vit sur la même commune, leur rend visite presque quotidiennement. Monsieur avait comme habitude quotidienne de sortir aux alentours de sa résidence et toujours selon un même parcours. En mai dernier, un soir, l'auxiliaire de vie en arrivant au domicile du couple vers 18 h s'est inquiété de l'absence de monsieur, qui est d'ordinaire toujours présent à l'heure de leurs interventions. Madame X a confirmé que monsieur était sorti. En accord avec le service d'astreinte, l'auxiliaire de vie est parti le chercher et l'a retrouvé peu de temps après, éloigné de chez lui, mais plutôt désorienté, perdu. Il voulait rejoindre Paris pour aller travailler. Elle a réussi sans trop de difficultés à le ramener au domicile. À noter que les jours précédents, monsieur X venait de perdre une sœur. Le fils, alors, en accord avec la voisine auxiliaire de vie, a donc décidé de mettre en place une boîte à clés, demandant aux intervenantes aides-soignantes et auxiliaires de vie de fermer à clé 2 portes, l'entrée et porte intérieure qui mènent au garage. Madame X a aussi appuyé en ce sens car elle se disait trop stressée quand monsieur sort. Elle a peur qu'il sorte jour et nuit. Dans le même temps, le fils a demandé la mise en place de 2 passages supplémentaires d'auxiliaires en après-midi pour accompagner monsieur en sortie extérieure. Le fils a donc accroché un mot à l'attention des intervenantes à la porte d'entrée pour la fermeture des portes et demandé de ne pas transmettre le code de la boîte à clés et a transmis au service la même demande écrite. L'épouse a validé cette décision car elle a peur que son mari se perde. Monsieur exprime le souhait de sortir, demande ses clés. Pose alors questionnement au service et aux intervenants. Le respect et droit des personnes accueillies, notamment d'aller et venir, de recevoir son frère, l'évaluation du risque encouru, la détresse, la souffrance morale de monsieur, le ressenti des intervenants, la demande du frère de lui communiquer le code de la boîte à clés. Voilà pour la présentation. Merci. Donc, Sylvie, voilà. Je passe la parole, Sylvie. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. Je suis professeure de droit à l'université de Rennes et je travaille en étroite collaboration avec l'école de la santé, la faculté de médecine, d'où des rencontres extrêmement importantes et fructueuses, notamment avec Aline et Isabelle. Et
je les remercie de m'avoir sollicité et de demander l'éclairage du droit, que j'inscrirai aussi dans cette idée avancée par Isabelle, à savoir que c'est une démarche aussi pour poser un cadre et pas nécessairement de pouvoir trouver des solutions, ni et encore moins des recettes. Alors, pour envisager l'éclairage du droit, je suis partie des situations très simples juridiquement pour aller vers des questionnements évidemment plus complexes. Au titre de la simplicité, peut-être rappeler que notre système juridique propose d'identifier ce qu'on appelle le domicile et la résidence. Le domicile, c'est le lieu du principal établissement de la personne qui lui permet d'exercer ses droits civils, d'être identifié, de pouvoir, par exemple, aller voter, de pouvoir être attaché, par exemple, à une commune. La résidence, c'est le lieu où la personne demeure de manière stable. C'est une notion plus factuelle, concrète, mais tous les deux sont particulièrement protégés par le droit. Je ne citerai qu'un texte au titre des droits fondamentaux qui parle du domicile comme un asile inviolable. Un asile inviolable qui montre à quel point il y a cette idée d'intimité dans ce domicile. Alors ça, c'est pour le lieu. Pour la personne, eh bien, il y a une articulation entre ce lieu et les décisions que la personne peut prendre. Le domicile ou la résidence, si ça peut être dans certaines circonstances quelques nuances. Domicile et résidence, eh bien, c'est le lieu d'habitation, c'est le lieu de l'intimité, mais aussi le lieu de la vie sociale. Ce qui signifie que on peut comprendre qu'il y ait cette protection, hein, cette idée d'inviolabilité du domicile en protégeant ce domicile de l'extérieur. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est le fait que ce domicile, eh bien, il est complètement maîtrisé par la personne. Eh bien, c'est au titre de la protection de la vie privée, des libertés individuelles, hein, des libertés notamment d'aller et venir, comme on l'a évoqué tout à l'heure, que les faits et gestes, je dirais, les déplacements des personnes sont protégés. Et là, on a évidemment des textes au niveau international qui protègent cette vie privée, cette protection d'aller et venir et la possibilité d'entrer, de sortir ou de restreindre les entrées et les sorties à des tiers sont tout à fait légitimées et appartiennent véritablement à la personne qui habite ce domicile. Ce qui signifie que pour aller vers un peu plus de complexité, cela conduit à ce que si on régule, on détermine qui va rentrer, qui va sortir dans ce domicile, ça suppose qu'il y ait le consentement, d'où évidemment la contractualisation qu'il y a avec les services et signifiant que la personne, en l'occurrence monsieur et madame qui habitent ensemble, eh bien, doivent être informés, doivent consentir à cette possibilité de personnes qui entrent et qui sortent. D'un point de vue juridique, quand on envisage ces questions par rapport au consentement, eh bien, ce qui va interroger, c'est l'appréciation de cette autonomie décisionnelle. En fin de compte, est-ce que les troubles de monsieur peuvent conduire à ce qu'on s'interroge sur la capacité de consentir. Dans ce cadre-là, eh bien, c'est important de rappeler que tous les textes du Code civil, directement ou indirectement, partent de l'idée qu'on doit toujours demander à la personne de consentir à une quelconque restriction de ses libertés de déplacement, d'aller et venir, qui évidemment vont avoir un impact sur sa vie privée. Une fois qu'on
identifier l'importance de cette autonomie décisionnelle, de ce consentement, malgré tout, il faut prendre en considération encore un autre niveau de complexité qui est justement les troubles de monsieur, comment ils vont impacter ces décisions et comment, en tant que professionnel, on peut réagir. Au titre des obligations professionnelles, il est certain que dans les prestations qui sont proposées aux personnes, ce sont des prestations qui conduisent à évaluer non seulement l'autonomie décisionnelle de la personne, mais aussi les risques et les dangers que ces décisions peuvent conduire. Alors, évidemment, ça ne suppose pas de prendre des décisions arbitraires, bien au contraire. Toutes décisions qui vont venir enfreindre ces libertés de déplacement, d'aller et venir et portant atteinte à la vie privée, doivent toujours être absolument mesurées, discutées. Et des contraintes ne peuvent être prises en considération que s'il y a véritablement un danger important concernant la personne. Comme je le disais tout à l'heure, le droit ne donne pas de recette, donne simplement ce cadre de réflexion pour justement essayer de déterminer cette balance entre les avantages et les risques qu'il y a à prendre une mesure de contrainte. Dans la situation qui nous a été exposée, il est certain que la démarche du fils était compréhensible au regard des inquiétudes qu'il pouvait avoir et les réflexions de l'épouse étaient tout aussi empreintes d'inquiétude et d'anxiété qui sont tout à fait compréhensibles. Il n'empêche que la personne concernée, en l'occurrence monsieur suivi par les services, devait nécessairement être dans la boucle de la discussion. Ça signifie que du côté de la personne, il faut toujours rechercher son accord, ne prendre une décision que véritablement en cas de danger. Et du côté des services, eh bien, ça suppose aussi, bien sûr, de respecter ce dialogue avec la personne concernée, de pouvoir évaluer la situation et la collégialité est certainement une démarche importante qui va permettre justement de répondre aux exigences de cette contrainte qui doit être absolument limitée. Je conclurai sur les enjeux de responsabilité, puisque je sais que ce sont légitimement des questions particulièrement importantes. Il est certain que si les services ont respecté cette démarche, ils auraient par là même respecté leurs engagements. Il est plutôt nécessaire d'avoir une trace, cette fameuse traçabilité des décisions pour s'assurer que il y a bien eu une discussion avec la personne, que les engagements ont été vraiment évalués, pesés par rapport au respect des libertés. Et à partir de là, on peut imaginer que les responsabilités ne pourraient pas être engagées à l'égard des services si on est bien dans cette démarche. Le point véritablement sensible, c'est lorsque le danger est imminent et à partir de là, évidemment, il y a une obligation d'intervenir. Puisqu'il pourrait, dans cette hypothèse, éventuellement d'envisager une responsabilité pénale s'il n'y avait pas d'intervention dans le cadre d'un danger imminent. Voilà ce que je peux dire pour l'instant dans le cadre de cette première approche juridique et je pense qu'on pourra ensuite continuer la discussion après l'intervention du docteur Corvol.
Merci Sylvie. Donc je reprends la suite avec cette fois-ci une vision plus médicale, c'est-à-dire à la fois la vision du médecin, donc l'analyse bénéfice-risque, mais aussi la vision de l'éthique médicale pour voir un petit peu comment ça peut se comprendre. D'abord, pour bien définir de quoi on parle, vous avez vu l'affiche de ce webinaire qui s'appelait « Enfermer une personne à domicile ». Ça veut dire qu'on n'est pas en train de parler des gens chez qui on met une boîte à clé pour pouvoir rentrer chez eux, par exemple parce que quelqu'un est sourd et n'ouvrirait pas forcément la porte, ou pour pouvoir rentrer en leur absence, c'est autre chose. On ne parle pas non plus de la porte qui serait fermée à clé pour éviter les intrusions. Par exemple, un patient tétraplégique qu'on couche dans son lit, puis on ferme la porte en partant. Là, il s'agit d'éviter les intrusions et pas de l'empêcher de sortir, puisque porte ouverte ou porte fermée, il va avoir du mal à sortir s'il n'est pas installé sur son fauteuil roulant électrique. Et on ne parle pas enfin d'une porte qui serait fermée à la demande de la personne qui souhaite qu'on ferme la porte en partant, mais qui est en capacité de l'ouvrir ou pas d'ailleurs, mais qui en tout cas nous demande de la fermer. Là, on est bien sur la question d'une porte qui est fermée à la demande d'un proche et par crainte, enfin pour protéger la personne, par crainte qu'elle ne se perde. Donc finalement, si j'analyse les choses d'un point de vue médical, c'est un dispositif qui est assez proche de la contention telle qu'on peut la connaître en établissement. La contention, on va attacher quelqu'un à son fauteuil ou à son lit pour éviter qu'il ne marche, qu'il ne tombe ou parfois qu'il n'aille, par exemple, dans les autres chambres ou qu'il puisse être violent avec d'autres résidents. Donc, on est bien dans ce type de dispositif de contention, sous réserve que la contention, d'un point de vue médical, c'est très encadré. C'est encadré par quoi? D'abord, il faut une prescription médicale pour prescrire pour une contention. Donc, ce n'est pas les proches qui décident qui on contentionne et qui on ne contentionne pas. Ensuite, cette prescription médicale, elle doit être basée sur une analyse bénéfice-risque réalisée en équipe pluridisciplinaire. Donc, ce n'est pas non plus le médecin tout seul qui va décider de contentionner quelqu'un. Et ce n'est pas la première intention, on va dire. C'est uniquement lorsqu'il y a une équipe pluridisciplinaire qui se réunit, qui discute et qui se dit que dans cette situation, on pense que la contention peut être légitime. Et ensuite, la contention, elle doit être réévaluée quotidiennement. Alors, ce n'est pas toujours le cas dans la vraie vie, hein, mais la théorie, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle est vraiment pensée pour être un dispositif de courte durée pour répondre à une situation de crise, mais pas pour être maintenue pendant des semaines ou des mois. Donc, ce qui est exigé, c'est une réévaluation et une represcription quotidienne par le médecin. Et enfin, le médecin qui prescrit la contention doit prévoir la surveillance. Et là aussi, alors dans cette situation, on peut se dire que monsieur était avec sa femme, donc dans ce cas-là, on peut se dire que la femme est capable de surveiller, éventuellement de donner l'alerte. Mais pour d'autres personnes qui seraient enfermées chez eux sans surveillance, qui va s'apercevoir s'ils sont en détresse psychologique ou s'ils tombent ou s'ils ont d'autres soucis médicaux. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on est dans un dispositif proche de la contention, mais que pour que ce soit considéré comme une contention, il faut encore un certain nombre de critères qui ne sont pas remplis, en tout cas dans cette situation. Alors, après, dans les critères de contention, j'ai dit, on va analyser le bénéfice et le risque. C'est-à-dire que la contention n'est justifiée que si on estime que le bénéfice est supérieur au risque. Alors, c'est quoi le risque d'enfermer quelqu'un chez lui? Alors, on peut toujours dire, il y a un risque d'incendie. S'il y a un incendie et que la porte est fermée, il ne va pas pouvoir sortir. C'est vrai. Je ne suis pas sûre que ce soit le risque le plus fréquent, on va dire. Ça ne va pas arriver tous les jours. Par contre, un risque nettement plus fréquent, c'est que la personne sorte par la fenêtre. Je veux dire, on a fermé la porte, la personne peut essayer de sortir par la fenêtre. Alors, le risque est différent si elle est au rez-de-chaussée et si elle est au 3e étage. Sans aller jusqu'à sortir par la fenêtre, on a de façon non exceptionnelle des gens qui ouvrent la fenêtre et qui appellent au secours. J'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. S'ils ne peuvent pas sortir de chez eux, ils ouvrent la fenêtre, ils appellent au secours. C'est assez cohérent, on va dire, comme comportement. Après, le risque le plus fréquent, c'est le risque de détresse psychique. C'est le même qu'on a dans les contentions au lit, au fauteuil. C'est-à-dire, le risque, c'est que la personne ne comprenne pas pourquoi elle est enfermée, tape sur la porte, crie, s'agite, et puis ressente
de façon peut-être justifiée, qu'elle est enfermée dans son domicile et ressente ça comme une atteinte à son intégrité, à sa dignité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas lui enlever. Donc tout ça, c'est les risques d'enfermer quelqu'un à domicile. Alors quels seraient les bénéfices? En général, quand on le prescrit, enfin, quand on enferme quelqu'un à domicile, c'est parce qu'on a peur qu'il sorte et qu'il se perde. Alors, quel est le risque réel qu'un patient désorienté sur des troubles cognitifs graves sorte et se perde? Alors, le risque, il n'est pas nul, hein. Ça arrive. On retrouve des gens dans la forêt, en hypothermie, voire décédés, dans un fossé. Ça arrive qu'il y ait des gens qu'on nous amène aux urgences en pleine nuit parce qu'on les a retrouvés en train de se promener dans la rue. Après, le risque, là aussi, je pense quand même qu'il est nettement moindre que celui qui est envisagé par les familles. Finalement, un monsieur, là, comme c'était le cas dans cette situation, qui à 18 heures se promène à quelques centaines de mètres de chez lui et qui est perdu, donc éventuellement, on peut se dire qu'il n'aurait pas su rentrer chez lui. Alors, ça dépend un peu de l'environnement. Si on est dans un village, il y a quand même de bonnes chances qu'il finisse par croiser quelqu'un qui va le raccompagner chez lui. Si on est en ville, il va finir par croiser quelqu'un qui va s'inquiéter, qui va appeler la police, qui va appeler les urgences. Il y a un risque qu'il se retrouve aux urgences, mais pour qu'il y ait vraiment un risque vital, il faut que la personne soit en pleine nuit, en campagne, ou éventuellement, par exemple, c'est vrai qu'une nuit comme cette nuit où il fait des températures négatives, si vous me parlez d'une personne qu'on a retrouvée en pyjama dans la rue, oui, là il y a un risque, surtout en campagne, moins en ville. Mais finalement, il y a le fait de sortir, se promener et se perdre, ce n'est pas forcément dangereux en soi. Donc je pense qu'il ne faut pas surestimer le risque de la déambulation. En d'autres termes, peut-être aussi qu'il faut apprendre au niveau sociétal à tolérer qu'il y ait des gens qui marchent dans la rue et qui soient perdus, et que de temps en temps, il y a besoin que les voisins les ramènent chez eux. C'est peut-être pas si grave en se disant qu'effectivement, on va faire attention les uns aux autres parce que dans la majorité des cas, je pense que le risque d'enfermer quelqu'un chez lui est supérieur au risque de le laisser déambuler sur la voie publique. Si maintenant je me place du point de vue de l'éthique médicale et que je me dis que j'ai estimé dans cette situation que le risque de l'enfermer chez lui était moindre que le risque de le laisser déambuler. Donc je me positionne, je me dis pour ce patient, ça fait déjà 3 fois qu'on le retrouve dehors en pleine nuit en campagne, c'est plus possible, il faut l'enfermer chez lui. Alors là-dessus, je vais quand même me poser la question, est-ce que finalement il ne serait pas mieux dans une unité de vie protégée? Mais là aussi, la question du consentement se pose, et puis la question parfois de la place se pose tout simplement. Peut-être que c'est prévu qu'il ait une unité de vie protégée, mais qu'en attendant, dans les médias, il est chez lui et que j'ai pas de place tout de suite. Dans ces cas-là, la question éthique qui va se poser, ça va être est-ce que je privilégie la sécurité? Dans ce cas-là, je me dis, c'est le rapport bénéfice-risque qui me dit qu'il vaut mieux que je l'enferme chez lui. Ou est-ce que je privilégie sa liberté d'aller et venir, ou on peut le dire autrement, sa dignité, parce que peut-être que le fait d'avoir le droit d'aller et venir, c'est aussi une question de dignité. Et là, ça reste une question, même si la question médicale, entre guillemets, a été tranchée, il reste la question éthique. Est-ce que je me sens de faire cette violence qui est d'enfermer cette personne chez lui? Et je pense que là-dessus, une partie de la réponse va être dans le projet de vie de la personne. En d'autres termes, si on considère que cette personne elle a des troubles cognitifs évolués, donc une maladie du cerveau à un stade sévère, peut-être que je suis dans une période où ce que je vais privilégier, c'est sa qualité de vie, son confort, y compris sur sa durée de vie. Et peut-être que si je regarde sa qualité de vie et son confort plus que sa durée de vie, je vais privilégier sa liberté sur sa sécurité. Donc même dans cette situation où le bénéfice-risque est plutôt favorable à le fait de l'enfermer chez elle, peut-être que d'un point de vue éthique, je vais trouver que c'est pas par rapport à sa situation, je suis prête à privilégier sa liberté sur sa sécurité.
Quand je dis je suis prête, effectivement, il va falloir en parler aussi à sa personne de confiance et voir comment elle se positionne. Mais peut-être que, enfin là, je reprends ma casquette de médecin, peut-être que la personne de confiance n'a pas conscience que cette personne, quelque part, est en fin de vie d'une certaine façon, parce qu'elle a une maladie grave, même si ce n'est pas une fin de vie à court terme. Et ça va beaucoup dépendre du projet, parce que là, je parle d'une personne que je vais considérer en fin de vie. Peut-être qu'il y a une personne où je pense qu'au contraire, elle va pouvoir vivre encore de belles années en établissement et que là, il faut juste attendre la place dans l'établissement là, dans 3 semaines, que là, il faut juste tenir 3 semaines et que du coup, sur ces 3 semaines, je vais privilégier la sécurité. C'est une situation qui peut aussi se produire. Sur le positionnement professionnel, et je m'arrêterai là, comment un service d'aide à domicile peut se positionner? Je pense d'abord que vous pouvez expliquer ce que vous n'avez pas le droit de faire. C'est-à-dire que, en particulier, si la personne n'est pas sous protection juridique, votre employeur, si j'ose dire, ou enfin, selon le système, la personne en tout cas qui a demandé votre intervention, ben, finalement, ce n'est pas la famille, c'est la personne elle-même. Donc, quelque part, si la personne elle-même demande votre intervention, vous n'avez pas forcément de consignes à recevoir de la famille. Alors, ce n'est pas forcément à dire comme ça, hein. Mais l'idée, c'est bien que vous travaillez pour la personne elle-même. Et ça peut être l'occasion de faire remarquer que ce serait peut-être bien qu'il y ait une protection judiciaire. Si effectivement, en pratique, ce n'est pas la personne qui prend les décisions, il faudrait que ce soit cadré par une mesure de protection judiciaire. La deuxième façon dont vous pouvez vous positionner, c'est de provoquer une concertation multidisciplinaire en impliquant autant que possible les différents soignants de proximité, y compris le médecin, y compris les proches. Ils ont tout à fait le droit de s'exprimer, de participer à cette concertation. Et l'idée de cette concertation, ça va peut-être être d'essayer de trouver d'autres solutions pour protéger autant que possible la personne en respectant sa dignité et sa liberté. Et je vais m'arrêter là et laisser la place aux questions. Alors, ce que je propose, c'est que les membres pour d'Equidom et Sylvie, on rallume nos caméras pour que les gens puissent nous voir et pour que Mélanie puisse distribuer les questions. Donc, vous pouvez poser des questions dans le chat. Bonjour à tout le monde. Alors oui, il y a déjà 3 questions qui ont été posées. Alors la première, en fait, le monsieur interroge la mesure de protection, justement. Donc c'est peut-être pour toi, Valérie. Est-ce que ce monsieur ou cette dame était sous mesure de protection et est-ce que le fils dispose d'une habilitation familiale? Non, ni le monsieur ni la dame n'avaient de protection. Justement, c'était justement ce positionnement par rapport au fils, hein, voilà, justement, qui n'avait aucune autorisation, entre guillemets, de pouvoir décider pour ses parents. Je peux réagir par rapport à cela pour dire que quand bien même il y ait une mesure de protection, ça ne changerait strictement rien dans la mesure où, puisque ça vise une liberté fondamentale, hein, qui est celle de se déplacer, de recevoir qui l'on souhaite et d'aller rencontrer qui l'on souhaite, quelle que soit la situation, peut-être paradoxale, alors même qu'il y a une altération qui a justifié une mesure de protection, nécessairement, l'on doit prendre en considération le consentement de la personne. Alors, ce qui signifie que quand bien même il y ait une mesure de protection, il faudra quand même aller rechercher le consentement de la personne. Ceci étant dit, évidemment, on a des situations dans lesquelles il y a une altération justifiant une mesure de protection et conduisant effectivement de facto à ce que la personne ne puisse plus du tout s'exprimer. Ce qui n'est pas du tout le cas au vu du récit de Madame Vadé dans la situation énoncée. Mais quand on est vraiment dans une situation où il y a une totale altération des facultés, bien sûr, là, il y a un report de la décision auprès du représentant, que ce soit, comme la question le posait, une tutelle ou une habilitation familiale pour prendre les mesures les plus graves.
Merci. Alors, du coup, j'enchaîne sur la troisième question, parce qu'il y a du lien, où du coup, Monsieur Le Goff interroge justement la recherche du consentement et les critères pour l'obtention d'un réel consentement, et il interroge aussi le fait, est-ce que ce n'est pas juste finalement comment dire, une forme plus que du fond de pouvoir recevoir le consentement de la personne, enfin le recueillir en tout cas. Est-ce que ce n'est pas juste pour répondre à une obligation réglementaire? Peut-être Sylvie, vous pouvez, ou Aline, je ne sais pas. Je vais peut-être commencer, puis Sylvie, tu compléteras avec ta vision. Bonjour, Monsieur Le Goff. Alors, sur les recommandations concernant la contention, il est écrit que le consentement de la personne doit être recherché. Ce qui est effectivement un peu subtil, parce qu'en général, on dit que le consentement doit être obtenu, ce qui n'est pas exactement la même chose. Je suis d'accord que quand on se pose ce type de questions, c'est qu'en général, la personne n'est pas en capacité de donner un consentement éclairé. Et même l'acquiescement, je ne suis pas sûre qu'elle va le donner, l'acquiescement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie d'acquiescer au fait d'être enfermés chez eux. Donc, je pense que dans la majorité des cas, en tout cas dans la façon dont, quand je suis intervenue, je me positionnais dans une personne qui n'est pas d'accord avec le fait d'être enfermée. J'ai envie de dire, une fois que si la personne est d'accord avec le fait d'être enfermée, voire le demande, là, il y a beaucoup moins de problèmes. Mais effectivement, le souci, c'est qu'en général, on n'est pas dans cette situation-là. Et je suis d'accord que pour moi, ce qui est important dans la recherche de consentement, c'est l'information. C'est-à-dire au moins, au minimum, que les choses soient dites, soient expliquées à la personne. Elle va en comprendre ce qu'elle va pouvoir, elle va en retenir ce qu'elle va pouvoir. Je doute qu'elle va ni consentir ni même acquiescer, mais on lui doit cet effort d'explication. Pour compléter, j'irai sur le terrain des liens entre l'éthique et le droit, dans la mesure où effectivement il n'y a pas de textes juridiques qui vont expliquer combien de critères il faut pour considérer qu'il y a un bon consentement et que c'est une moyenne qui va être évaluée sur ces critères. Ça n'existe pas. En revanche, les textes font référence à ce consentement et ce lien entre l'éthique et le droit est dans la manière dont on va aborder. Ce qui est très important, comme le disait Aline, c'était cette idée d'information et cette idée aussi de processus. Et pour répondre directement à la question qui était de dire finalement c'est peut-être une formalité, un artifice et voire éventuellement une protection, répondre à une obligation réglementaire, donc se protéger en termes de responsabilité. C'est là où précisément l'idée c'est de rentrer dans un processus. Informer, c'est discuter, c'est prendre son temps. Même si je sais évidemment que vous travaillez beaucoup dans l'urgence, mais c'est prendre son temps et c'est se dire que un non peut évoluer au moins vers un acquiescement parce que la personne aura compris un certain nombre d'enjeux. Donc c'est peut-être comme ça qu'on pourra éviter l'artifice du consentement et le fait simplement de cocher une case. Merci. Alors, je poursuis en essayant de garder l'ordre logique par rapport aux questions qui arrivent là. Du coup, Madame Héron-Conque interroge, lorsque la personne a donné son consentement sur un instant T, pour une personne qui aurait de légers troubles cognitifs, est-ce que de la même manière que la prescription médicale, est-ce que l'enfermement suit la même procédure? Du coup, ça fait le lien, parce qu'il y a aussi des interrogations sur justement la prescription de la contention. Peut-être toi, Aline. Je vais répondre. Alors, j'ai fait le parallèle avec la contention, mais attention, c'est quand même pas la même chose. Et en particulier, les recommandations qu'en cas de la contention des personnes âgées, manifestement, les gens qui les ont écrits, ils ne pensaient pas au fait d'enfermer quelqu'un à domicile. En d'autres termes, on sera toujours borderline, voire en infraction, en enfermant quelqu'un. Enfin, il n'y a pas de façon. C'est aussi une question qui a été posée, mais alors que je repasserai peut-être à Sylvie, sur par quel moyen un service à domicile se protège-t-il de cette décision de fermer la porte à la fin de la prestation. On est quand même, alors Isabelle aussi pourra répondre sur cette question, mais voilà, pour moi,
on sera jamais, on peut pas être dans, même si on a tout bien fait, on sera jamais dans une situation confortable et acceptable parce que ça peut pas être la règle, ça ne sera jamais qu'une exception. Et là, le raisonnement que j'ai fait par rapport à la convention, c'est pour voir dans un autre contexte quels étaient les critères pour que cette exception puisse être acceptable. Ces critères, on ne les aura jamais à domicile, en fait, parce qu'on n'aura jamais, la surveillance. Alors, si, là, on peut se dire que puisque la femme est avec lui, on a une forme de surveillance, mais en tout cas, si quelqu'un est tout seul, on n'aura jamais la surveillance. Et par rapport à cette question, la façon dont je réagis, c'est que pour moi, enfermer quelqu'un à domicile, ce ne sera jamais chez quelqu'un qui a un trouble cognitif léger. La personne qui a un trouble cognitif léger, on va lui expliquer qu'il ne faut pas sortir à minuit, on va lui donner un téléphone portable, une télé-alarme. On va trouver d'autres solutions pour éviter qu'elle ne se perde. Donc pour moi, on est forcément face à quelqu'un qui a un trouble cognitif sévère. Et ensuite, quand je parle de la prescription médicale, je pense qu'aucun médecin voudra vous faire une ordonnance pour dire qu'il faut enfermer la personne à clé chez lui. Ça ne fait pas partie, si j'ose dire, pour le coup, de notre arsenal thérapeutique. Voilà, donc j'ai fait une comparaison, mais ça ne peut pas être appliqué directement. Par contre, l'idée, alors là aussi, ça avait été posé plus haut, que dans la décision collégiale, l'avis du médecin est important. Il peut avoir quelque chose à dire. Ça, oui, je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir. Je te passe la parole, Isabelle. Je remets mon micro. Effectivement, dans la question, j'ai répondu dans le chat. De toute façon, en toutes circonstances, que ce soit un service, enfin une équipe, qu'elle soit à domicile ou en établissement, elle doit toujours tracer les éléments en fait de débat et d'appréciation bénéfice-risque, comme tu l'as dit, Aline, qui conduisent à cette décision à ce moment-là pour cette personne-là, décision collégiale, plutôt qu'à une autre décision. C'est le principe de la responsabilité. Je pense que Sylvie pourra compléter aussi. C'est pour pouvoir répondre de ces décisions, de ces actes. Et si la décision est mise en cause à un moment donné, y compris dans le cas d'une plainte, par exemple, eh bien, cette trace viendra étayer, en tout cas servira au juge chargé d'instruire le dossier d'appréciation du niveau de réflexion collégiale. Et ce n'est pas la décision qui sera sanctionnée, c'est plutôt l'absence de processus de réflexion collégiale qui pourrait être effectivement un signe de faiblesse et donc qui engagerait la responsabilité. Donc, c'est toujours ambigu cette question des services qui voudraient tout faire pour se protéger. De toute façon, le risque zéro n'existe pas et c'est bien l'appréciation des risques qui va faire l'objet de la démarche de réflexion éthique. Et ce que tu disais, Aline, ça me semble vraiment important quand tu donnais les éléments d'indication sur comment le SAD peut se positionner, bien sûr dire ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais provoquer effectivement une concertation pluridisciplinaire pour ce qu'on appelle la recherche de solutions alternatives. Donc, éviter de n'avoir qu'un seul scénario, explorer différents types de scénarios et sans avoir la certitude, puisque c'est le principe de l'incertitude aussi, l'éthique, sur ce scénario-là plutôt que celui-là. On n'a pas forcément de certitude sur le résultat, mais il va falloir pouvoir l'argumenter. Et puis, dans l'équipe pluridisciplinaire, je pense qu'une des choses qu'on peut faire à domicile et qu'on a intérêt à faire, c'est se réunir autour de la table avec les acteurs en présence. Et un des principes de la démarche éthique, c'est de n'oublier aucun acteur, à commencer par les personnes concernées directement. En l'occurrence, ici, monsieur, madame, le fils, le frère et les professionnels qui s'inquiètent effectivement autant que le fils ou le frère peuvent s'inquiéter. Et tout à l'heure, tu disais l'appréciation d'une situation en tant que médecin, si tu disais, j'estime que le risque de se perdre de ce monsieur en l'état actuel de sa situation est inférieur au risque de détresse occasionné par la mesure, on voit bien que c'est une appréciation dans un contexte et les appréciations, elles sont subjectives et on va essayer de les objectiver.
mais il nous faut prendre en compte aussi le ressenti du fils, qui est sa peur, et donc qui ne va pas avoir la même appréciation à ce moment-là. Et c'est bien la dimension du dialogue qui va faire que le fils va pouvoir réviser peut-être son jugement à l'aune des indications du médecin qui va être rassurant en disant bah, en l'état actuel des choses ou de l'équipe, le risque de se perdre voilà, et aura des conséquences moindres que le risque de la contention effectivement de ce monsieur. Je vous remercie. Je poursuis avec les questions. Alors, il y a une question qui demande si le consentement doit nécessairement être rédigé. Peut-être Sylvie? Bien, on est vraiment dans plutôt une démarche de traçabilité, comme le disait Isabelle. Après, plus il y aura d'éléments qui vont permettre de comprendre ce sur quoi la personne a été informée, ce sur quoi elle a pu consentir, voire évoluer. Ce sont des éléments pertinents. Donc, si à côté de cette question, il y a l'idée de modéliser des consentements, pourquoi pas? Il ne faut, pour reprendre la discussion précédente, il ne faut pas que cela se transforme en artifice et demander simplement à la personne d'avoir à cocher une case. Donc, c'est ça qui va être évalué dans tout ce processus. Ce qui me semble le plus important pour moi, c'est le fait qu'il y ait la trace qu'il y ait bien eu une démarche pour rechercher ce consentement qui se construit au fur et à mesure. Et évidemment, ça peut passer par des éléments de rédaction dans la mesure du possible. Oui, mais alors, je parle pour ma discipline, c'est-à-dire que moi, je suis gériatre, hein, donc je vois les personnes âgées désorientées. Ah oui. Je ne vois pas quelle personne aurait besoin qu'on ferme la porte de chez elle et serait en capacité d'y consentir. Enfin, je veux dire, si elle est en capacité de consentir, il faut la laisser. Enfin, dans ce cas-là, elle va pas, encore une fois, elle ne va pas consentir. Elle peut demander aux auxiliaires de vie de fermer la porte en partant, mais ça ne pose aucun problème éthique. Alors là, quelque part, s'il y a problème éthique, c'est bien que parce qu'on ferme la porte de quelqu'un qui ne veut pas qu'on ferme la porte. Donc du coup, le consentement, là, je ne vois pas trop. Je pense qu'on ne l'aura pas. Et si on l'a, c'est-à-dire que encore pire. Il serait pas. Je ne vois pas quelle valeur il pourrait avoir. Oui, mais en fait, pour moi, je n'analyse pas en termes de valeur, mais en termes plutôt de processus. C'est-à-dire que quand il faut rendre compte de ses actes, hein, que ce soit dans le cadre d'une fin de situation ou voire même un contentieux, il y a l'idée d'historique un peu. Et l'idée de se dire qu'on a un certain nombre de documents qui montrent que la situation a été discutée à tel moment, que des éléments ont pu être évoqués à tel moment, puis après, j'imagine, se sont dégradés. Ça peut être intéressant pour l'histoire, en fait, et montrer que ce n'est pas peut-être une situation qui a été de but en blanc considérée comme dangereuse. Ou au contraire, justement, ça peut être une situation où il a fallu agir en urgence et on n'avait pas le temps je sais pas, d'aller à l'hôpital ou il y avait une problématique quelconque. C'est plus dans ce sens-là. Je vais peut-être réagir sur la question suivante. Il y a une question sur la géolocalisation. Par exemple, dans un téléphone portable dans le manteau, est-ce que ce serait pas une autre forme d'atteinte à la liberté et est-ce que ça ne pourrait pas permettre un compromis avec Monsieur X? Oui, tout à fait. Je pense que quand on parle de réunion multidisciplinaire, ce n'est pas juste pour parler pour ne rien dire, c'est bien pour essayer de trouver des solutions.
Alors, effectivement, la question de la géolocalisation, c'est pareil, ça pose la question du consentement. C'est pas pareil de géolocaliser quelqu'un qui accepte et de géolocaliser quelqu'un qui ne l'accepte pas. Mais oui, je pense que pour ce patient, la géolocalisation serait une atteinte bien moindre à sa liberté que le fait de l'enfermer. Et ça lui permettrait de continuer à se promener. Alors, ça dépend quel est le risque qu'on veut prévenir. Hein. Si le risque, c'est de se faire écraser, la géolocalisation n'a jamais empêché personne de se faire écraser. Par contre, si le risque, c'est bien de se perdre et de ne pas être retrouvé, la géolocalisation est tout à fait utile, puisque quand la nuit tombe, il n'est pas rentré, ça permet d'aller le chercher. Donc, c'est tout à fait adapté. Ça existe dans les téléphones portables, ça existe dans des montres, ça existe autour du cou, ça existe même dans la chaussure. Là aussi, on va essayer de rechercher l'accord de monsieur, et c'est aussi peut-être qu'il va le donner. Alors, là aussi, je ne suis pas sûre que ce sera un consentement éclairé, mais en tout cas, on peut imaginer qu'il accepte de porter un dispositif, et ça me semble tout à fait une des solutions à explorer dans cette situation-là. On ne t'entend pas, Isabelle. Je disais tout à fait, c'est effectivement cette recherche d'alternatives qui est propre à la démarche éthique. Et vous voyez bien que dans le chat, vous avez fait des propositions alternatives. Et là où on utilise beaucoup le terme de consentement, qui est effectivement la recherche du consentement, il y a aussi un autre terme qu'on va utiliser, c'est l'assentiment. C'est-à-dire que monsieur, il ne pourra peut-être pas dire vraiment, oui, je consens, c'est super votre idée, mais dans son attitude, il va manifester que ça lui convient. Et ça va être suffisant pour pouvoir mettre en place ce type d'alternative. Je vous remercie. Alors, il y a deux questions qui concernent des parallèles entre cette situation à domicile d'enfermement et la question de l'entrée en structure, en EHPAD notamment, sans consentement de la personne. Il y a une autre question en lien avec, une interrogation sur le lien possible avec les soins sans consentement. Alors, je vais répondre sur le parallèle par rapport à l'entrée en institution. Effectivement, ce que je disais, c'est qu'il y a un moment où si la personne déambule en permanence, qu'elle se met en danger en étant seule chez elle, au point qu'on en est à se poser la question de fermer la porte à clé pour l'empêcher de sortir, le dispositif médico-social a priori adapté, c'est bien une unité de vie protégée. L'unité de vie protégée, c'est un changement de lieu de vie, donc ça appartient normalement à la personne. Donc là aussi, elle est censée être d'accord pour y aller. Et là, je pense que pour le coup, ça peut, pour moi, ce serait peut-être, parce que vous avez pu sentir que là, en tout cas dans la situation qu'on a présentée, dans un certain nombre d'autres situations, je pense que l'enfermement n'est pas une initiative, n'est pas une solution acceptable. Par contre, le fait de se dire, ce patient, cette personne, ce qu'elle veut, c'est rester chez elle. Et finalement, la condition pour qu'elle reste chez elle, c'est qu'on ferme la porte à clé la nuit. Là, je trouve que c'est un argument pour moi, qui peut avoir de la valeur, de se dire que c'est effectivement une limitation à sa liberté, mais que finalement, pour cette personne, ce sera moins traumatisant d'être enfermé la nuit que qu'on l'oblige à quitter sa maison. Voilà, donc le parallèle, il est en fait dans la réflexion sur la sécurité, la liberté, le consentement, où c'est les mêmes questions qui se posent, même si elles se posent différemment. Et effectivement, on peut dire que normalement, on ne doit en aucun cas enfermer la personne chez elle, mais on dit aussi que normalement, on ne doit en aucun cas faire déménager, changer le domicile d'une personne sans son accord. Donc c'est en ce sens, on va dire, qu'on peut faire des parallèles entre ces deux situations. Et juste, alors sur les soins sans consentement, non, là pour le coup, on ne peut pas faire de parallèle. Les soins sans consentement en milieu psychiatrique, c'est quelque chose qui est extrêmement cadré. Ça ne se passe que dans des unités psychiatriques et pas n'importe lesquelles. Les unités psychiatriques qui sont agréées pour des soins sans consentement, il faut 2 certificats médicaux de 2 experts, il y a un contrôle judiciaire, il y a une évaluation puisqu'on est dans la privation de liberté. Donc, il y a une évaluation qui est faite en cours d'hospitalisation et ça ne peut être
prononcer que si la personne a une pathologie psychiatrique curable, c'est-à-dire une pathologie psychiatrique qui l'empêche de consentir à un instant T, mais qui lui permettra, une fois qu'elle aura été traitée, de consentir à l'hospitalisation. Par exemple, quelqu'un qui est déprimé, qui veut juste se suicider, on peut le mettre, enfin, il peut être hospitalisé sans son consentement. On va lui donner des traitements antidépresseurs, éventuellement on va lui donner par voie intraveineuse s'il ne veut pas les avaler. Mais l'idée, c'est bien qu'on guérisse sa dépression et qu'une fois que la dépression va un peu mieux, il puisse poursuivre son hospitalisation de façon libre. Donc là, on n'est pas dans cette situation, d'abord parce que c'est pas du tout, enfin voilà, pour le coup, le cadre à la fois médical et juridique n'est pas du tout rempli, et puis en général, on n'est pas sur des situations réversibles, on est sur des situations qui vont être chroniques, donc là, je ne ferai pas de parallèle. Sylvie, je te laisse peut-être réagir sur le parallèle avec l'institution. Sylvie est toute figée. Isabelle, on t'entend pas. Non, je faisais le même constat que Sylvie, soit elle nous a quittés, soit elle est figée. Et puis le temps, on arrive à 15 heures, donc il est aussi probablement le temps de la conclusion. Peut-être que du côté de vos souhaits, c'est important que vous nous transmettiez déjà si ce webinaire dans son format, dans sa durée, était pertinent pour vous. Donc, on a besoin de vos retours aussi pour faire de nouvelles propositions. Et puis, que vous soyez force de proposition aussi par rapport aux questions que vous souhaitez voir travailler dans un webinaire ou dans un futur colloque en présentiel. Voilà, bah écoutez, moi je vous remercie beaucoup en tout cas de votre présence. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on les note, en particulier la question du risque pour autrui. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé ici, mais je pense que c'est vraiment important. Ce que je propose, c'est que, donc, est-ce qu'il sera disponible en replay? La réponse est oui, sur le site de l'EREB. On vous fera parvenir un questionnaire de satisfaction sur lequel vous pourrez nous dire les prochains thèmes que vous voulez aborder, parce que dans la mesure où vous avez été très nombreux, alors on verra on verra si vous êtes satisfait, hein, mais en tout cas dans la mesure où vous avez été très nombreux, on sait que ça répond sans doute à une demande, et donc on va essayer d'approfondir les choses. Je vous dis au revoir. Je propose aux organisateurs de rester. Mélanie, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Je voulais proposer au nom du groupe Etidom, en fait, les quelques questions qui n'ont pas pu être traitées, de peut-être faire une réponse dans un second temps. Enfin, de l'envoyer, je ne sais pas si c'est jouable. Si on a les noms, pour essayer de les envoyer directement à la personne concernée. Ouais, moi j'ai noté les noms des personnes qui ont interrogé. Merci Mélanie. Donc au revoir à tous, merci de votre participation. Et donc le groupe d'Etidom, ceux qui peuvent, on reste peut-être 5 minutes pour débriefer.